Van est un perdant sans valeur qui se réincarne en prince, mais est banni pour avoir une magie faible. Cependant, tout change lorsqu'il découvre que sa magie est en fait une capacité de rang S permettant de créer n'importe quoi. Il a donc construit son propre village pour se venger. Van a passé des années à vivre comme un travailleur frustré de 9 à 5, avec à peine du temps pour lui-même. Mais un jour, il se réveille dans une pièce qu'il ne reconnaît pas et constate qu'il a désormais de petites mains. Par curiosité, il se précipite pour regarder par la fenêtre et découvre un monde qui ressemble à l'univers de Game of Thrones. Soudain, sa femme de chambre, Teal, se précipite pour l'empêcher de penser qu'il s'apprête à plonger sans parachute, mais il explique avoir été captivé par la beauté des paysages. Teal est complètement surpris de pouvoir prononcer des phrases complexes alors qu'il est en couche. Et lorsqu'elle évoque son âge, il se rend compte qu'il s'est réincarné. Comme il a de vagues souvenirs d'y avoir vécu, il prononce le nom de son père qui est Marquis, ainsi que celui de ses frères, jusqu'à confirmer qu'il a raison, pendant le petit déjeuner maman. Le marquis commence à demander à ses fils ce qu'ils prévoient de faire ce jour-là, et ils répondent en tous qu'ils étudieront la magie et le maniement de l'épée. Cependant, lorsqu'il demande à Van, il dit qu'il étudiera la culture et l'histoire du pays, et le marquis est tellement émerveillé par l'intellect de son fils qu'il rit fièrement. Il dit qu'il est sûr que Van réveillera une puissante magie de flamme comme lui et sa défunte épouse, ou au moins gagnera l'un des autres types de magie élémentaire acceptés par les nobles et deviendra le chef de sa maison. Pour le préparer à cela, le marquis envoie le majordome de la maison, Asparta, tester les connaissances de Van en lui posant des questions de mathématiques de base. Même si Van a peur de lui, il parvient à répondre à ces questions. Et Asparta est impressionné par le fait que le garçon qui est littéralement né hier est déjà bon en mathématiques, alors il décide d'être son tuteur. Après des semaines d'études infernales avec Asparta, il devient capable de lire et d'écrire dans la langue du Nouveau Monde. Pour se développer encore davantage, Ben commence à pratiquer l'escrime. Et après seulement quelques années d'entraînement, il devient capable de vaincre des soldats plus âgés dans des duels à l'épée, car toutes ses connaissances de sa vie passée lui permettent de comprendre facilement leurs mouvements simples. Un jour, après un entraînement, Van se repose, mais le commandant de nuit, Dee, arrive et il est impressionné par les compétences de Van à son jeune âge. Alors il vérifie sa main pour voir à quel point il s'est entraîné dur. Cependant, il est choqué de voir que les mains de Van n'ont pratiquement aucune contusion, ce qui signifie que Van est naturellement talentueux et il décide de l'entraîner personnellement pour qu'il devienne un meilleur épéiste que Zoro. Cependant, Dee finit par lui faire subir les programmes d'entraînement les plus durs possibles, le laissant complètement épuisé. 2 ans plus tard, Van est devenu célèbre pour être un noble prodige, mais sa vie semble toujours être un enfer à cause de l'entraînement brutal de Dina Sparta. Il demande alors à Teal de l'emmener au marché pour une balade ludique. En arrivant là-bas, Van est impressionné par les jolies structures et l'atmosphère animée, mais ils aperçoivent un homme qui traîne un garçon battu avec une corde. Lorsque Van demande à l'homme ce qu'il fait, la tête brûlée explique qu'il envisage de vendre son fils, Khamsin, en esclavage, ce qui rend Van confus. Teal explique donc qu'il est normal que les familles pauvres du royaume vendent comme esclaves les membres de leur famille qu'ils ne peuvent pas nourrir. Van pense que c'est injuste. Alors quand le marchand d'esclaves arrive, il demande le prix de Khamsin et elle révèle qu'il vaut 3 pièces d'argent. Cependant, son père n'est pas satisfait de ce prix. Alors il bat Khamsin parce qu'il ne vaut rien et essaye de partir, mais Van les arrête en proposant d'acheter Khamsin à un prix plus élevé. Après avoir payé son père, Van libère Khamsin de son esclavage et l'invite à venir vivre avec lui au manoir. Une fois que Khamsin accepte, le marchand conclut entre eux un contrat de maître-esclave qui est représenté sur leurs mains par un écusson spécial. Suite à cela, Thompson emménage dans le manoir et devient l'un des serviteurs les plus fidèles de Van. 2 ans plus tard, le jour de l'évaluation magique tant attendue de Van arrive enfin. Mais après le test, le père de Van est choqué qu'il n'ait aucune aptitude pour aucun des sorts élémentaires. Au lieu de cela, il a réveillé une magie de production qui est considérée comme sans valeur car elle permet uniquement à l'utilisateur de créer des épées et d'autres objets qui peuvent être fabriqués normalement. Le marquis est tellement furieux du fait que son fils soit un raté qu'il décide de l'assassiner. Mais le frère de Van, Mercia, l'arrête et le supplie de confier à Van la responsabilité d'un petit village sous-développé. Comme cela profiterait à sa famille, le marquis confie à Van la direction du village pour se débarrasser de lui. Après son départ, Mercia explique à Van qu'il ne pouvait pas supporter de voir quelque chose d'horrible lui arriver et s'excuse d'avoir fait la proposition dure en son nom, mais Van lui dit qu'il lui est reconnaissant de lui avoir sauvé la vie. Mercia promet alors de l'aider de toutes les manières possibles, et Van sourit en lui serrant la main. Le lendemain, Van prépare son voyage au village et Teal commence à s'inquiéter pour lui. Alors il avale une énorme dose de copium et lui dit qu'il a hâte d'y aller car cela lui donnerait suffisamment de temps libre pour vivre une vie décontractée puisque c'est fondamentalement un terrain vague. Peu de temps après, Van charge sa voiture à la porte, mais Teal arrive soudainement et déclare qu'elle le suit dans son voyage. Soudain, Dee arrive également et dit à Van qu'il a décidé de le suivre pour qu'ils puissent continuer leur cours d'épée. Mais Van est agacé car ses rêves de slow life s'effondrent déjà. Cependant, son pire cauchemar devient réalité lorsque le professeur de mathématiques de l'enfer, Esparta,
arrive et l'informe qu'il a pris une retraite anticipée du manoir afin de pouvoir continuer à superviser les études de Van dans le village. Pendant le trajet, Van est choqué de voir que tout le monde en ville s'est rassemblé pour lui dire au revoir et il les remercie pour tout leur amour et leur soutien. Alors que la calèche traverse la forêt, Till annonce qu'ils arriveront bientôt au village et cela soulage Van puisqu'il voyage depuis des jours. Mais il dit à Comsen qu'il peut retourner au manoir du roi s'il déteste y être. Propose même de le libérer de son contrat d'esclave afin qu'il puisse servir son frère, Mercia, à la place. Mais Comsen dit qu'il est déjà décidé à servir Van et à rester avec lui pour toujours. En entendant cela, Van est choqué que Khamsin bouge comme un membre de la Rainbow Squad, mais Khamsin aggrave les choses en disant qu'il aime profondément Van. Soudain, leur voiture est heurtée par quelque chose, et quand Van regarde dehors, le chevalier l'informe que le village est attaqué par des bandits. Peu de temps après, Van et son équipe se retrouvent dans la forêt, et Van se rend compte qu'ils sont en infériorité numérique puisque les bandits sont au nombre de 50. Mais Dee lui demande la permission de rejoindre la bataille. Cependant, un aventurier nommé Orto lui rappelle que lui et son équipe n'ont été embauchés que pour garder Van jusqu'à ce qu'il atteigne le village, et il refuse d'accepter une quête qui mettrait en danger la vie de ses camarades. Dee affirme qu'il est de leur devoir de défendre les citoyens, et Orto félicite Jon Snow pour sa chevalerie, mais dit que cela n'a rien à voir avec son équipe d'aventuriers. Dee demande donc à son équipe de protéger au moins Van et Flea si tout tourne mal. Orto accepte immédiatement, mais comme le dit Sparta, c'est une mauvaise idée car si Dee meurt, le village n'aura pas d'avenir même s'ils en prennent le contrôle. Et il leur assure qu'il apportera son soutien pendant la bataille puisqu'il est un mage élémentaire compétent avec une expérience de combat. Il envisage d'ériger un mur défensif et demande aux aventuriers de tirer des attaques à distance derrière celui-ci pour détourner l'attention de l'ennemi pendant que Dee et ses hommes chargent depuis le flanc avec une attaque surprise qui assurera leur victoire. Ben est surpris qu'Asparta reste en retrait pour se battre, il explique donc qu'il doit agir comme un leurre pour que Dee et ses hommes ne meurent pas. Mais Van rejette le plan car il ne veut pas qu'Esparta meure. Sparta insiste pour le faire car ce serait une démonstration finale parfaite de ses prouesses au combat. Mais Van ne veut toujours pas le perdre car lui et Dee sont des piliers essentiels de son plan de développement de ce village. Van suggère d'agir lui-même comme leurre, mais jusqu'à ce qu'il panique immédiatement en proposant de prendre sa place et Khamsin propose de faire de même. Cependant, Van explique qu'il ne veut pas qu'il meure, car ils lui sont chers, et annonce à l'équipage qu'il montera dans la voiture et attaquera de front pendant que tous les autres attaqueront à distance sur les deux flancs. Alors qu'il avance, Dee essaie de contester son plan, mais il dit qu'il ne mourra pas si facilement parce que leur entraînement l'a transformé en mini Mihawk. Et il prétend que cela ne le dérange pas de mourir parce que c'est le devoir d'un seigneur de protéger son peuple, même au prix de sa vie. Cela rappelle à Orto le moment où il a découvert pour la première fois la quête visant à protéger Van. Et il n'attendait pas cela avec impatience parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas d'hommes bons parmi les nobles, puisque tous méprisaient les roturiers. Son coéquipier surdimensionné Kusala a demandé pourquoi il avait accepté la quête. Il a donc expliqué qu'il n'avait pas de voix car il envisageait de continuer à faire fonctionner Infertio March pendant un certain temps. Soudain, Van arriva au bar et l'accueillit avec un sourire chaleureux avant de le glacer pour son regard héroïque. Après le départ de Van, le troisième membre du groupe, un méchant nommé Plurio, a souligné qu'il se comportait comme un garçon normal. Orto s'est rendu compte que tous les nobles ne sont pas mauvais. De retour dans le présent, Orto avance et dit à Van qu'il a décidé de se joindre au combat, ce qui choque Van. Plurio explique donc qu'il est le premier noble qu'il rencontre qui fait preuve d'une pure détermination sans mépriser les autres, c'est pourquoi ils peuvent lui confier leur vie. Alors que Dee avance, il affirme que protéger Lord Van pendant ce combat signifie défendre l'avenir de la famille royale. Et Asparta va également de l'avant en promettant à Van qu'il enseignera à Van les responsabilités qui accompagnent son poste après le combat. Alors que les trois guerriers se rassemblent, Asparta annonce le nouveau plan qui consiste à ce qu'il agisse comme un leurre pendant que Dee et Orto mènent leurs hommes dans des attaques directes. Il utilise ensuite la magie de la terre pour créer une grande barrière terrestre. Et alors qu'Orto arrive, il dit à Kusala que cela ne le dérangerait pas de voir Van devenir roi. Soudain, les bandits commencent à être touchés par des flèches par derrière. Alors, ils chargent pour affronter l'ennemi seulement pour que Dee les détruise l'un après l'autre avec les techniques d'épée Inokami Kagura. Depuis que l'ennemi est tombé amoureux de leur leurre, les aventuriers et les chevaliers chargent en avant et détruisent tous les bandits sur leur passage jusqu'à ce qu'ils commencent à battre en retraite. Cependant, le chef des bandits se précipite à l'extérieur du mur et tente d'attaquer Pluriel, mais Van intervient en coupant les jambes de l'imbécile, permettant à Khamsin de l'achever d'un puissant coup d'épée. Après avoir attaché tous les bandits, Orto demande aux aventuriers de rester un peu sur place après avoir reçu leur paiement car il est devenu curieux à propos de Van. Mais un certain nombre d'entre eux partent pour leur prochaine quête. Cependant, Pluriel, Kusala et deux autres aventuriers décident de rester car ils croient que Van est l'honoré et veulent l'aider à développer le village.
Alors que Till reproche à Van d'être imprudent, Asparta l'informe que les villageois se sont rassemblés dehors. Alors il les rencontre et se présente. Le chef du village se présente comme Ronda et le remercie d'avoir sauvé le village avant d'expliquer que le village est constamment attaqué par des bandits car ils ne font plus partie du comté de Ferdinando, protégé par des chevaliers. Van s'excuse et explique que son père, la marquise Ferdio, ne connaît pas le statut des petits villages. Mais cela met en colère les villageois. Il révèle alors qu'il envisage de protéger et de développer le village. Comme première étape de son plan, il ordonne à Sparte de monter une puissante barrière de terre pour protéger le village et dit aux chevaliers de fabriquer des pièges pour ralentir tout futur attaquant. Plus tard dans la journée, Van utilise sa magie de production pour créer un tas de blocs de fibres. Et après un entraînement par Ortho, il découvre que ces blocs sont aussi incassables que le vibranium. Van passe le reste de la journée à produire des blocs et des armes et il donne à Khamsin une épée de samouraï. Till commence à se montrer jaloux, alors il lui donne une hache. Le lendemain matin, Van utilise sa magie de production pour se créer un manoir, et tout le monde est choqué qu'il ait construit une si grande maison en quelques secondes. Alors que tout le monde regarde le manoir bougie, ils prétendent que la magie de production de Van est plus adaptée à la gouvernance d'un territoire que la magie élémentaire. Mais Van n'est pas d'accord car il pense que la magie offensive est toujours la meilleure chose pour un dirigeant car elle permettrait à ses citoyens de se sentir plus en sécurité. Cependant, Till n'est pas d'accord et Compson affirme qu'il préfère vivre dans la ville de Van plutôt que dans celle de son père, Lord Joppa, mais Van pense qu'ils ne font que le vitrer. Ortho souligne que les pouvoirs de Van dépassent de loin ceux des utilisateurs réguliers de magie de production et Van promet de construire des maisons pour chacun d'entre eux s'ils lui apportent du bois. Alors Dee et Ortho commencent immédiatement à se quereller pour savoir qui peut rassembler le plus de journaux. Les villageois supplient alors Van de leur construire des maisons convenables car leurs maisons actuelles sont en mauvais état. Il accepte donc de construire de nouvelles maisons pour tout le monde et tout le monde l'acclame. Il se sent heureux que sa magie de production puisse apporter de la joie aux autres. Quelques minutes plus tard, Merlin, de la taille d'une pomme de terre, crée avec succès de nouvelles maisons brillantes pour tout le monde grâce à sa magie de production. Et tout le monde est complètement choqué que leur nouveau maître puisse créer tout un quartier en un clin d'œil. En plus des maisons, Van a construit un simple bain public à côté de son manoir et les villageois sont ravis de le voir car tout comme les weebs qui regardent cette vidéo, ils n'ont pas pris de bain depuis des mois. Cependant, Roserize est si puissante que Till et Pluriel proposent de prendre un bain avec lui, mais il refuse leur offre disant qu'il ne veut pas qu'ils voient autant de saucisses. Pendant que les filles prennent leur bain, Pluriel se dit choqué par la gentillesse de Van qui permet aux gens modestes de découvrir le luxe d'un jacuzzi. Et son vitrage numéro 1, Till passe les 2 heures suivantes à énumérer toutes les choses qui la font l'admirer. Pendant ce temps, Van profite de son propre bain chaud et il remarque que Khamsin développe ses muscles grâce à tout son entraînement à l'épée. Alors Khamsin jure qu'il fera de son mieux pour devenir aussi foutu que Dwayne Johnson afin de pouvoir le protéger. Soudain, Dee arrive avec 2 de ses chevaliers nommés Arb et Ru et Van a tellement peur de leurs aubergines qu'il essaye de s'enfuir. Mais Dee le traîne vers la baignoire et commence à balancer son épée tout en parlant de ses projets pour faire craquer les filles gothiques. Le lendemain matin, tout le périmètre de la ville est entouré d'une tranchée bien creusée grâce aux efforts des chevaliers et Van décide de l'utiliser pour créer une source d'eau. Suivant les instructions de Van, Esparta utilise sa magie de la terre pour créer une autre tranchée profonde à travers la ville. Et Dee et les autres chevaliers la creusent plus profondément, tandis que Van utilise sa magie de production pour renforcer les côtés de chaque tranchée. Après des heures de travail, Van annonce qu'il est temps d'arrêter, mais Dee dit qu'il veut continuer, car il ne lui faudra qu'un peu plus d'efforts pour terminer l'ensemble du projet. Alors, Van lui montre que les autres travailleurs sont sur des jambes en spaghetti comme s'ils venaient de courir 5 marathons à la fois, alors il est d'accord qu'ils devraient faire une pause. Quelques jours plus tard, Van remercie tout le monde pour ses efforts et annonce qu'ils ont achevé le canal pour acheminer l'eau. Lorsqu'il nous donne une partie du signal, le majordome ouvre comme par magie le blocage, permettant à l'eau de la rivière de s'écouler à travers leurs tranchées et dans les trous autour de la ville. Les villageois sont ravis de voir cela, mais Van craint qu'une inondation ne se produise s'il pleut et propose de créer un lac derrière le village. Comme le dit Sparta, c'est une excellente idée car cela aiderait en période de sécheresse. Il crée ainsi avec succès un lac et le voleur du village remercie Van de lui avoir rendu la vie tellement plus facile. Cette nuit-là, une noble dame au melon surdimensionné nommée Mara est dans une calèche laissant une sucette nommée Artie. Et elle dit à Artie de se reposer puisqu'ils ont encore du temps avant d'arriver au village reculé. Le lendemain matin, Van exerce une fois de plus sa magie de production en renforçant le rempart du village avec du béton. Mais il estime que le village n'est toujours pas assez sûr, alors il crée plusieurs armes sur les murs qui ont des boucliers ainsi que de puissantes arbalètes. À ce stade, ils acceptent que la région n'est plus un village, mais désormais une ville forteresse. Et il prétend que si Lord Jalpa avait eu connaissance des pouvoirs de Van, il l'aurait nommé chef de maison. Mais comme Sparte le soutient, le seigneur valorise la force de combat plutôt que la production. Alors qu'ils se disputent, Van leur dit de se calmer et décide qu'ils utiliseront leurs ressources pour protéger le village autant qu'ils le peuvent. Soudain, l'estomac de Van se met à grogner comme un ogre dérangé.
Alors Till lui offre un plat raffiné, et Asparta lui dit qu'ils doivent faire quelque chose pour les revenus du village, puisque les marchands ne viennent qu'une fois par mois. Mais Van affirme qu'il peut gérer toute la production de nourriture et de meubles en attendant. Lorsqu'il évoque le fait qu'ils n'ont pas d'ingrédients pour faire des bonbons, Van devient sérieux et décide qu'il devrait trouver quelque chose qui mérite d'être vendu pour gagner de l'argent. Plus tard dans la journée, Van rencontre Khamsin, Till et Kusula dans la forêt. Et Kusula invite Khamsin à essayer sa nouvelle épée sur son bouclier indestructible. Cependant, d'un seul coup léger, Khamsin divise l'épée en deux en raison de la puissance de l'épée et Van améliore également le bouclier de Kusala. À ce moment-là, Orto arrive avec des minerais qu'il a trouvés dans les montagnes. Van utilise donc le minerai de fer pour fabriquer un bloc de fibres. Kusala le supplie de l'utiliser pour lui fabriquer une épée. Alors, Van crée l'épée, puis fabrique une épée encore plus longue, ce qui oblige tous les guerriers à le supplier de leur fabriquer des armes. Quand Asparta voit le minerai de Muriel, il explique à Van qu'il pourrait y avoir un donjon à proximité et qu'en trouver un changerait la situation de leur village pour le mieux puisqu'ils possèdent des gemmes de classe mondiale. Cependant, Van se rend compte que cela pourrait leur causer plus de problèmes, car cela inciterait les autres nations à les cibler. Il décide donc d'éviter la région du donjon lors de la collecte d'objets. Un peu plus tard, Van se promène dans la ville avec Till lorsqu'un villageois annonce soudain qu'une armée de lézards blindés marche vers eux. Alors que les villageois courent vers les zones de sécurité, Van donne sa propre version du discours d'Erwin Smith pour les motiver à protéger le village. Après avoir entendu le discours de Van, les villageois acceptent de riposter. Alors Van leur ordonne de s'occuper des postes d'armes sur les murs. À ce moment-là, Khamsin arrive et l'informe que le groupe d'Orto n'est pas au village car ils sont partis chasser. Et Van essaie d'agir, mais Till le retient. Alors que Di arrive, Van lui demande de monter au sommet et de rapporter ce qui se passe. Alors il se précipite au sommet du mur. Lorsque Van demande combien de lézards blindés approchent, Di rapporte qu'il y en a plus de 40 qui approchent et ils se rendent tous les deux compte qu'ils sont cuits car même l'équipe de Levi Ackerman aurait du mal à abattre un lézard blindé. Van ordonne alors à Di de charger les boulons de fer dans l'arme et il accepte. Mais ses partenaires lui rappellent que les armes normales ne peuvent pas pénétrer la peau blindée du lézard. Cependant, Di décide qu'il suivra malgré tout les ordres de son glorieux roi et demande à tous les combattants de charger les armes avec des boulons de fer. Une fois qu'ils l'ont fait, il leur ordonne de tirer et il lance des flèches qui transpercent la peau des lézards en abattant 10 d'entre eux à la fois. Alors que les villageois célèbrent, Di est choqué que Van vient de créer des versions méca de Hollow Purple. Mais Harb l'informe qu'il ne leur reste plus qu'un boulon de fer pour chaque arme alors que les lézards sont encore assez nombreux pour abattre leur mur. Même dans cette situation mortelle, Di leur ordonne de recharger et de tirer. Alors ils suivent l'ordre et éliminent une deuxième vague de lézards blindés. Cependant, il manque de boulons métalliques et Harv annonce que les lézards blindés détruiront leur ville s'ils n'agissent pas rapidement. Lorsque Van se souvient de l'incident d'entraînement avec Kusala et Khamsin, il demande à Di d'utiliser des boulons en bois et les membres de l'équipe de Di se plaignent que cela ne fera pas grand chose aux tiges épaisses du lézard, mais Di leur rappelle toutes les choses incroyables que Van a accomplies et dit qu'il mettra sa confiance en lui. Il demande ensuite aux combattants d'attaquer avec les boulons en bois, alors ils ouvrent le feu sur les sorciers et les flèches réussissent à abattre le lézard, les faisant célébrer. Avec un plus grand niveau de confiance, Di leur ordonne de faire exploser le troupeau restant de lézards blindés. Alors les combattants font pleuvoir sur les lézards et détruisent tous les lézards restants. Alors que tout le monde célèbre, Di dit à son équipe qu'ils viennent de remporter une victoire parfaite, puisque personne n'a été blessé et prédit que Van sera un dirigeant avec plus de pouvoir et d'influence que Trump. Un peu plus tard, les villageois rassemblent la viande et les parties du corps des lézards et Orto leur demande de jeter les tripes et d'extraire leur noyau magique, ce qu'ils font facilement grâce au couteau super tranchant fabriqué par Van. Quand Van arrive, il est étonné qu'ils aient plus de viande que les mandingues. Il décide donc d'organiser une fête pour célébrer leur soirée. Pendant la fête, Randa dit à Orto qu'il n'aurait jamais pensé voir le jour où tout le monde ferait à nouveau la fête avec de la nourriture et des boissons. Et Orto est surpris qu'il y ait un noble qui soit le chevaleresque. Alors que les aventuriers mangent la viande de lézard, ils affirment qu'elle a meilleur goût que les repas spéciaux de Popeye et félicitent Van pour avoir fabriqué les armes murales avec le même matériau que leurs épées. En entendant cela, Di est surpris que Van ait fabriqué des armes pour eux et les aventuriers font un argumentaire de vente sur Amazon sur les bonnes qualités de leurs armes, ce qui pousse Di et son équipe à supplier Van de leur vendre des épées. Van explique qu'il ne peut pas leur prendre d'argent après toute l'aide qu'ils ont apportée au village et il leur promet qu'il leur fabriquera de nouveaux équipements une fois que les matériaux et les finances du village seront en ordre. Quelques minutes plus tard, Orto informe Van qu'ils peuvent gagner 20 pièces d'or chacun en vendant les lézards aux marchands. Mais étant donné que la plupart de la viande de lézard va se détériorer et qu'ils doivent s'occuper du transport et d'autres problèmes, ils ne peuvent en tirer que 8 pièces d'or. Cependant, Van est toujours étonné car il sait qu'ils peuvent gagner plus de 300 pièces d'or grâce aux 40 lézards qu'ils possèdent actuellement. Et il se rend compte que la somme en yens japonais est suffisante pour acheter la maison d'Elon Musk. Cependant, Asparta revient sur les terres de Dalulu en l'informant que tout village qui gagne plus de 100 pièces d'or est tenu de payer 50% au marquis sous forme d'impôt.
Cependant, Esparta a l'idée d'informer son frère, Mercia, de l'existence des lézards afin qu'il puisse s'en attribuer le mérite. Et Van pense que c'est une excellente idée car il sait que Mercia aspire à des réalisations qui pourraient ajouter à son nom. Le lendemain, des marchands arrivent au village et ils sont choqués qu'un village ait l'air aussi sophistiqué que Wakanda. Lorsque Van arrive, le commerçant en chef se présente comme Bell de la Merry Chamber of Commerce et son compagnon et son petit frère, Rango. Peu de temps après, Van leur montre les parties du corps des lézards blindés qu'ils gardaient en stock et Bell accepte de les acheter mais dit qu'il lui faudra 1 mois pour rassembler plus d'hommes pour emballer tous les articles. Van leur montre alors les armes de haute qualité qu'il a fabriquées et leur propose une boutique dans le village pour les commercialiser car ce serait le meilleur moyen de promouvoir les armes sans aucune réaction. Plus tard, Esparta informe Van qu'il doit moderniser la ville afin qu'elle puisse accueillir des milliers de personnes. Mais Harb apparaît soudainement pour informer Van qu'un émissaire du comté voisin de Ferdinando est arrivé. Van rencontre ensuite l'émissaire en question, Mara, qui l'informe qu'elle est récemment devenue comtesse de son poste de chevalier et Artie se présente comme la plus jeune fille du comte Ferdinando. Lors de leur rencontre, Mara révèle que le comte les a envoyés parce qu'il en a assez de Van. Mais Van dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car il est simplement un prince exilé. Cependant, Mara dit qu'il ment parce qu'il a transformé le village en ville-forteresse. Mais ses compagnons confirment son histoire, alors il l'emmène dehors pour lui démontrer sa magie. Il crée un immense mur de surveillance et le transforme en porte, faisant croire aux filles qu'il est le Docteur Strange. Mais il les informe qu'il n'est qu'un sorcier doué pour la magie de production que son père l'a jeté comme un déchet. En entendant cela, Mera l'informe que le comte lui a ordonné de nouer des fiançailles avec Lady Arte. Et après avoir vu son pouvoir, elle est convaincue que le mariage doit continuer. Cependant, Van dit qu'ils ont besoin de temps pour prendre une décision. Mara décide donc de passer la nuit dans leur village. Plus tard, ils servent de la nourriture à Mara et Artie. Et Van élève Artie en lui promettant de lui montrer tous les jolis sites de leur village. Le lendemain, Teal et Camson réveillent Van avec la nouvelle que Dee et Asparta se précipitent déjà vers le lac qu'il a créé l'autre jour, qu'ils ont nommé Lac de Vin. Quand ils arrivent, Van est choqué de voir une méchante sirène nager dans leur lac et Asparta explique qu'elle est une espèce rare mi-humaine mi-poisson appelée Kalou. La fille donne à Van le traitement silencieux. Alors il lui donne un peu de sa viande et elle ouvre enfin la bouche en lui demandant si elle peut manger la nourriture. Van lui donne la permission et lorsqu'elle l'essaye, elle est immédiatement impressionnée par le goût. Alors Van révèle que c'est de la viande de lézard cuirassé. Lorsqu'elle demande qui a vaincu les lézards, tout le monde dans le village répond à l'unisson que c'est leur glorieux roi, Van, et elle dit bizarrement d'accord avant de retourner dans le lac. Voyant cela, Esparta dit qu'il lui faudra un certain temps avant de revenir puisque son espèce est à peine aperçue. Cependant, le lendemain, la fille aquatique Priora arrive avec tout son clan et leur roi demande à parler avec Van. Le roi le remercie d'avoir été gentil avec sa fille et lui demande si c'est vraiment lui qui a vaincu les lézards en armure. Lorsqu'il confirme qu'il l'était, les gens de l'eau commencent à paniquer car ils n'arrivent pas à croire qu'un vilain nain puisse être à ce point surpuissant. Et le roi fait ce que n'importe quel dirigeant intelligent ferait en offrant sa fille, Priora, à Van en mariage. Alors que Van panique, le roi se présente sous le nom de Vesta et lui promet que Priora deviendra plus belle que Margot Robbie lorsqu'elle sera grande. Mais Van se plaint d'être encore un peu stupide et de ne pas comprendre ce qu'ils disent. Lorsqu'il demande à Festa pourquoi il propose cet engagement, il explique que son peuple évitait de se mêler aux humains dans le passé. Mais ces dernières années, les lézards cuirassés ont envahi leurs rivières et détruit une grande partie de leur population. Pour cette raison, il veut que quelqu'un de fort soit le mari de Priora afin d'assurer un logement à son peuple. En entendant cela, Van se rend compte qu'il vise essentiellement à s'allier avec une nation puissante. Alors, il lui dit que le mariage n'est pas nécessaire et lui conseille de laisser sa fille épouser qui elle veut, même si cela finit par être le péché de Johnny. Vesta est choqué qu'il refuse son offre, mais Van lui assure qu'il protégera leur tribu sans le mariage. Et Vesta accepte de s'y installer, alors Van exerce à nouveau sa magie en construisant des maisons pour les gens de l'eau. Après que Van et ses deux assistants leur aient donné une explication appropriée du fonctionnement du bâtiment, Vesta et sa tribu s'installent et s'amusent, et Van est heureux de voir cela. Mais comme Sparta lui rappelle qu'il est temps de régler leurs problèmes d'égout. Lorsque Vesta demande ce qu'ils vont faire, Van explique qu'ils ont placé des tuyaux d'égout sous les bâtiments de ce village et qu'ils envoient régulièrement de l'eau des douves vers le bas pour évacuer toutes les eaux usées. En entendant cela, Vesta propose de l'aider car son peuple excelle dans le travail dans l'eau et Van le remercie. Une fois que la tribu de l'eau a résolu le problème des eaux usées, Van informe Vesta que c'est un problème qu'elle gère tous les jours. Vesta lui demande donc de laisser son peuple s'occuper de l'évacuation quotidienne des eaux usées afin de le remercier de les avoir laissés rester au village. À ce moment-là, Mira arrive avec Artie et ils sont choqués de voir les gens d'Alcala dans les parages. Tout en remerciant Van pour son hospitalité, Vester l'appelle gendre et cela les fait paniquer. Mais Priora aggrave les choses en annonçant que Van est son mari, ce qui les amène à lui jeter un regard de côté grandiloquent. Quelque temps plus tard, Van rencontre Arte sur un bateau et tente de mettre les choses au clair. Mais Arte dit que Mira lui a
a déjà tout expliqué, ce qui le soulage. Elle commence alors à le vitrer pour améliorer le village dans son état actuel, mais il dit que c'est grâce à l'aide des villageois. Soudain, Priora arrive avec un groupe de jeunes gens de l'eau qui commencent à faire bouger le bateau jusqu'à ce que RT trébuche et tombe romantiquement sur Van. En voyant cela, les jeunes se mettent à rire, mais Priora devient jalouse et le traite de mari trash. Cependant, Van lui rappelle qu'ils ne sont pas mariés. Alors elle saute à l'eau et les jeunes sont contrariés qu'il ait intimidé Priora, alors ils commencent à faire bouger le bateau de manière agressive. Un peu plus tard, Vesta confronte Van pour avoir flirté avec une autre femme alors qu'elle était mêlée à sa fille, et Van essaie de lui rappeler qu'ils ne sont pas mariés. Mais le cerveau de poisson de Vesta est déjà tellement épuisé qu'il défie Van en duel avec son peuple, ce qui le forcerait à se marier avec Priora s'il gagne. Vendette complètement sans voix, Mehdi accepte le duel en son nom et lui promet qu'il apportera la victoire quoi qu'il arrive. Vesta suggère alors qu'il s'agisse d'une compétition en 3 tours et demande à Van de choisir le premier concours. Alors Van leur organise une partie de beach volley. Mara se change immédiatement en maillot de bain qui met en valeur ses énormes mamans treilleuses et explique qu'elle est en compétition en faveur de Van parce qu'elle veut qu'il se marie avec Artie au lieu de la fille au thon. Peu de temps après, le match commence et Mara et Teal s'affrontent en tant que joueurs de Van tandis que Vesta et Priora sont leurs adversaire. Vesta accumule immédiatement des points pour son équipe en utilisant des tirs propulsés par sa force de gorille et Teal commence à abandonner. Mais Mara lui donne un discours d'encouragement, ce qui la motive à se battre plus fort. Utilisant la puissance de leur trip, ils parviennent à marquer un point et commencent à revenir. Mais Vesta scelle finalement la victoire de son équipe. Pour la deuxième compétition, Vesta choisit une course de relais de natation à 2 et Van commence à se recroqueviller. Mehdi et Kamsin arrivent et lui promettent qu'ils gagneront. Lorsque la course commence, l'équipe de Priora prend la tête grâce à son avantage sur l'eau, Mehdi se transforme directement en hors-bord et obtient le deveau pour son équipe. Ensuite, Van crée de la glace pilée et promet que la troisième compétition sera un concours de speed eating en équipe. Et Artie choisit d'être son partenaire. Au début du jeu, les 4 participants commencent à creuser dans la glace pilée, mais leur cerveau commence à se geler. Après avoir roulé sur la glace pilée pendant plusieurs minutes, Van et Artie ont assuré la victoire. Mais cela ne fait que donner encore plus envie à Vesta que Van épouse sa fille. Tout en regardant tout le monde s'amuser ensemble, Art se demande si elle pourra un jour être aussi heureuse parce qu'elle a grandi dans une famille où ses parents la traitaient comme une poubelle pour avoir pratiqué la magie des marionnettes, considérée comme tabou parmi les nobles. Lorsqu'elle se souvient de tout ce que Van a fait jusqu'à présent, elle décide qu'elle fera plus d'efforts pour gagner son cœur. Le lendemain, Arte rencontre Van et entame une petite conversation avec lui avant de lui demander de le regarder travailler, et Van accepte joyeusement. Après des semaines de travail, l'équipe de Van parvient à agrandir encore davantage le village, et Arte est abasourdi par le fait que Van a rendu les murs si solides que même le titan colossal ne peut pas les percer. Van remercie son équipe de l'avoir aidé à atteindre cet objectif, mais Miss Melon se présente et dit que tout cela est dû à ses compétences suprêmes. Cependant, Bro n'entend pas un mot de ce qu'elle dit parce qu'il se concentre uniquement sur ses klaxons de taille oméga. Il lui fait donc part de son projet de construire davantage de maisons pouvant accueillir les aventuriers et les marchands qui souhaiteraient peut-être s'y installer. Mara dit qu'elle l'envie parce qu'elle a toujours rêvé d'avoir sa propre terre et elle décide qu'elle gagnera plus de gloire que l'argent ne peut en récompenser pour pouvoir obtenir son propre terrain. Lorsqu'elle pose des questions sur les armes de porte, Van explique qu'elles sont appelées balistes, qui sont des versions plus grandes des armes qu'il a créées auparavant. Elle est choquée qu'il les ait créées lui-même, mais il va plus loin en expliquant qu'ils peuvent tirer avec des boulons d'affilée, car les moitiés supérieures et inférieures peuvent tirer séparément. Il demande ensuite à Kamsen de faire un tir d'essai pour eux, et une fois qu'il l'a fait, la flèche crée une explosion massive à proximité, ce qui rend Van heureux. Mara est choquée d'avoir sur son rempart des armes aussi puissantes que les armes nucléaires russes, et quand il révèle qu'il en possède plus de 100, elle lui propose d'en acheter un pour 50 bitcoins. Cependant, Van dit qu'ils ne sont pas à vendre, alors elle propose de lui rendre service en échange de la balistique. Et Bro se plie immédiatement car cela pourrait lui donner une chance de faire naviguer ses cruches à lait à moteur. Alors qu'elle envisage de transporter l'arme, Thompson suggère de prendre également quelques boulons de Van, ce qui la rend confuse. Il lui demande donc de sortir son épée pour qu'il puisse démontrer quelque chose avec la sienne. Elle sort ensuite l'épée tout en se vantant qu'elle est aussi puissante que le marteau de Thor, puisqu'elle lui a valu la victoire dans tant de batailles sans se faire égratigner. Mais d'un seul coup de lame, Kamsan le coupe en deux. Sa mâchoire tombe au sol et Van explique qu'il a lui-même fabriqué l'épée avec du fer en utilisant sa magie, qu'il a également utilisé pour fabriquer les boulons qui ont transpercé les lézards en armure. En entendant cela, Mara panique et le supplie de lui laisser quelques boulons et il accepte. Elle remercie donc Kamsin de l'avoir éclairé et promet de nous lui donner un jour un faucon en guise de récompense. À ce moment-là, Orto arrive avec son groupe d'aventuriers en leur criant de courir pour sauver leur vie et un grand dragon apparaît soudainement. Orto leur demande de courir vers le village pendant que lui et son équipe leur font gagner du temps. Mais Van n'aime pas cette idée car cela mettrait en danger le groupe d'Orto. Et cela le met dans un sérieux dilemme car il sait que riposter pourrait mettre les villageois en danger.
Cependant, Mera propose de l'aider au combat, alors il demande à Orto et à son équipe de se rendre dans un endroit sûr pendant qu'ils abattent le dragon avec les balistes. Mara ordonne alors à certains de ses hommes d'escorter Arte jusqu'au village et aux autres de monter sur les remparts. Van s'excuse auprès d'Arte de l'avoir exposé au danger et il lui assure qu'ils seront victorieux dans la bataille à venir car ils ont une reine de bataille comme Mera à leur côté ainsi que ses balistes améliorés. Il demande ensuite à Teal de l'escorter jusqu'au village et de convoquer l'équipe de Dee du village. Au fur et à mesure que le dragon se rapproche, Van se rend compte qu'ils sont cuits s'il atteint le village car les adversaires volants sont un problème pour lui. Il ordonne donc aux hommes de cibler les ailes du dragon sans blesser l'équipe d'Orto. Cependant, l'un des aventuriers tombe et le dragon s'approche pour le manger. Mais Kusila lance son épée pour détourner son attention, obligeant le dragon à le poursuivre à la place. Alors que Kusila s'enfuit, les membres de son groupe chargent en lui disant qu'ils ont confiance qu'il reviendra vivant, puisqu'il est le membre le plus rapide du groupe, malgré son apparence d'hippopotame suralimenté. Les soldats commencent à tirer les carreaux, mais le dragon esquive. Alors Mara prend les choses en main et projette le dragon au sol avec un puissant sort de flamme appelé javelot de feu. Cependant, le dragon survit à l'attaque et Van se rend compte que c'est un tout autre niveau que les lézards blindés auxquels ils ont fait face. Il ordonne donc aux soldats de tirer toutes les balistes. Après avoir tiré une vague de carreaux, ils réussirent à blesser les ailes du dragon, mais le dragon parvient toujours à voler en avant tout en évitant la deuxième vague d'attaques de éclairs. Les aventuriers parviennent enfin à la porte, mais Van reste inquiet, car il sait qu'ils seront en danger s'ils restent à cet endroit. Cependant, Mara propose de lui faire gagner du temps pour se rendre au village et cloue le dragon avec un autre sort de flamme maîtrisé, ce qui fait comprendre à Van qu'elle est une utilisatrice de flammes plus puissante que les clochards de Fire Force. Alors qu'ils courent à l'intérieur de la porte, le dragon escalade leur mur et Asparta marche pour lui faire face. Mais Van se plaint de ne pas vouloir le perdre. Alors le vieux comte décide de gagner du temps avant de revenir. Il assomme ensuite le dragon avec un sort de terre et revient à la rencontre de Van, et Van le laisse avec Khamsin tout en courant vers le village. Mara annonce alors qu'elle est en position. Alors Van demande à sa magie de flamme de coincer le dragon pendant qu'il le frappe avec un barrage balistique et promet de partager la viande de dragon avec elle en récompense. Alors que le dragon reprend conscience, l'équipe de Dee arrive soudainement et lui fait face, mais ils sont facilement renversés. Alors Asparta leur donne une couverture pour s'enfuir. Mara déclenche alors un puissant sort de flamme qui submerge le dragon, permettant aux soldats de l'abattre avec un essaim de carreaux. Cependant, le dragon ouvre soudain les yeux. Alors Dee lui coupe la tête et Mera informe Van que Dee obtiendra le titre de tueur de dragon pour avoir vaincu un dragon. Le lendemain, tout le village se réunit pour une cérémonie célébrant la défaite du dragon. Et Mera rend hommage à Dee dans Asparta pour sa performance exceptionnelle contre le dragon. Elle attribue ensuite à Van le mérite d'avoir prouvé une fois de plus qu'il est un Einstein magique. Et les gens l'acclament bruyamment. Voyant cela, Mara se souvient de la façon dont ses nobles parents l'ont remise au comté après l'éveil de sa magie de flamme. Et elle a suivi un entraînement exténuant pour maîtriser ses compétences jusqu'à ce qu'elle devienne finalement le commandant des chevaliers du pays au cours de son adolescence. Après avoir remporté de nombreuses guerres, elle reçut le titre de vicomtesse et finalement, le comte Ferdinando la chargea de fiancer sa fille, Arte, avec Van. Dans le présent, Mara demande alors à Van de former une alliance égale avec elle afin qu'il gagne la faveur de nombreux nobles qui la respectent, et il accepte humblement. Quelques jours plus tard, alors que Sparta rencontre Van dans son bureau et lui demande de porter son attention sur l'urbanisme puisqu'il dispose désormais d'armes puissantes gardant les portes, Van évoque sa déclaration précédente, à savoir qu'ils doivent rendre la ville capable d'héberger jusqu'à 10 000 personnes. Et comme le dit Sparte, ils ont besoin de plus de résidents pour y parvenir. Soudain, Teal arrive avec Khamsin et l'informe que Bell et Ranga sont revenus avec des gens de la Merry Chamber of Commerce. Et Van décide qu'il créera une ville dans laquelle tout le monde pourra vivre après leur avoir vendu les parties du dragon. Pendant que les autres marchands inspectent les parties du dragon, Van se demande combien ils finiront par les acheter. Les frères marchands prédisent donc qu'ils les achèteront pour au moins 100 platines, puisque toutes les différentes pièces sont en parfait état. En entendant cela, Ben panique lorsqu'il se rend compte qu'un platine 100 équivaut à 10 000 000 de yens, ce qui peut lui valoir une nuit au lit avec l'ensemble du casting féminin d'Euphoria. Lorsqu'il demande aux commerçants ce qu'ils en pensent, ceux-ci commencent soudain à le flatter en lui promettant d'acheter les marchandises au prix le plus élevé possible. Cependant, lorsqu'il leur demande leur prix, les escrocs disent que cela vaut 60 platines, ce qui le rend confus. Il leur dit donc qu'il doit d'abord consulter Bell et Rango. Alors qu'il s'éloigne, les salauds tentent de le rappeler, mais il informe quand même les frères qu'ils n'ont demandé que 60 platines pour cela. Ils commencent à agir confus, mais l'homme surdimensionné des Pringles dit à Bell de jouer le jeu, puisqu'il fait également partie de la Merry Chamber of Commerce. Cependant, les frères soutiennent qu'ils devraient donner une évaluation équitable, mais les escrocs les embrouillent en évoquant le fait que Van achètera au prix qu'il
propose, puisqu'aucun autre marchand ne viendra au village pendant une année entière. Van n'est pas surpris qu'ils agissent ainsi, car l'argent est suffisant pour racheter Facebook à Zuckerberg. Mais les frères ont refusé de se retirer, affirmant qu'ils feraient toujours des affaires équitablement, peu importe avec qui ils négociaient, car ils estimaient que cela générerait de plus grands bénéfices futurs. Les escrocs à moustache se font cocher et promettent de veiller à ce que les frères soient expulsés de la Merry Chamber of Commerce avant de partir. Après leur départ, Van suggère aux frères de créer leur propre entreprise. Ils expliquent donc que c'est presque impossible car ils devraient remplir 3 conditions pour créer une société commerciale. La première consiste à payer les frais d'enregistrement de la guilde des marchands, tandis que la seconde consiste à posséder un navire et la troisième consiste à obtenir l'approbation d'un noble titré. En entendant cela, Van se rend compte que les 2 premières tâches sont faciles, mais que la dernière est un problème car le seul noble titré qu'il pourrait demander est Mara. Cependant, dès qu'il le lui demande, elle accepte immédiatement. Mais cela le choque car il pensait qu'elle aurait peur de se faire harceler par la société Merry Chamber puisqu'elle a le soutien de la famille royale. Mara explique que la famille royale la soutiendrait certainement dans la création de sa propre entreprise. Et elle pense aussi que c'est le meilleur moyen d'obtenir plus de reconnaissance pour elle-même, car les gens seront charmés par l'histoire de son aide à 2 hommes d'affaires désespérés. Van suggère de faire passer le message qu'elle a vaincu le dragon, car cela intéresserait encore plus les gens, et sa famille ne le saura pas. Mais elle explique qu'il voudrait connaître les détails de la façon dont elle s'est dissociée du dragon, puisqu'ils sont rarement vaincus, ce qui amènerait une enquête sur lui. Cependant, elle suggère que le meilleur moyen pour Van d'éviter les réactions négatives est d'obtenir un titre et de fonder une nouvelle maison noble en déclarant que c'est lui qui a détruit le dragon. Van se plaint que cela le ferait se démarquer et elle comprend d'où il vient étant donné qu'elle a gagné tant de haineux lorsqu'elle a obtenu son titre pour la première fois. Mais elle lui dit qu'il peut simplement anéantir tous les ennemis qui viennent à lui de la même manière qu'il l'a fait avec les siens. Cependant, Van évoque le fait qu'elle ne pourrait pas utiliser l'histoire du dragon pour soumissionner pour une promotion s'il utilise l'histoire du dragon, mais elle lui dit qu'elle n'a aucun problème à le laisser prendre la gloire. Plus tard, il dit aux frères marchands que Mera a accepté de soutenir leur société commerciale et ils sautent d'enthousiasme car ils savent qu'elle a assez de melons pour eux deux. En récompense de ses efforts, ils offrent à Van un platine 130 et il accepte gracieusement. Cependant, lorsqu'ils tentent de transporter les parties du dragon, ils apprennent que les salauds salés de la Merry Chamber Association sont partis avec. Van décide donc de leur en fabriquer un nouveau et Mara propose de les monter avec leurs chevaux. Alors que les escrocs avancent, ils rient en pensant qu'ils ont baisé les frères marchands, mais leurs yeux tombent presque sous le choc lorsque Mara elle-même les conduit en avant avec son cheval. Plus tard, Mara rencontre le roi Dino et lui demande d'accorder un titre à Van, mais Dino est confus puisqu'il n'est que le seigneur d'un village isolé. Alors elle explique qu'il a accompli des exploits incroyables. Lorsque le roi demande ce qu'il a fait, elle révèle qu'il a tué un dragon de la forêt et tout le monde dans la pièce panique immédiatement. Mais Dino devine qu'il est un puissant mage élémentaire. Cependant, Mera révèle qu'il est un mage de production et le jeune fils de la marquise Ferdio. Il demande donc plus de détails. Elle raconte comment il a sauvé le village des bandits et a utilisé sa magie de production pour fabriquer les structures qui protège le village, y compris les armes qui tuent le dragon. En entendant cela, le roi dit qu'elle plafonne. Alors elle lui secoue un croc du cadavre du dragon comme preuve et l'invite à venir voir à quel point Van a développé le village en peu de temps, et il accepte. Quelques heures plus tard, Mara annonce dans sa ville que Van est devenu baron, et ils sont tous choqués par cela. De retour au village, Van utilise sa magie de production pour créer des tours et développer encore davantage la région. Après le déjeuner, lui et ses compagnons traînent au sommet d'une tour et Arte rougit en lui demandant de l'appeler par son prénom, alors il accepte. En attendant, on sert à tout le monde un gâteau qu'elle a préparé et ils apprécient tous sa douceur. Mais Till refuse de les rejoindre parce que toute sa pratique de la pâtisserie est discrète, ce qui lui donne la silhouette de Shrek. Kamsin informe alors Van que des personnes sont rassemblées près de la porte, et lorsqu'il les rencontre, il lui explique qu'ils souffrent de la pauvreté dans leur village natal, alors il accepte de les accueillir. Une fois les réfugiés installés, Van organise une fête de bienvenue pour eux, au cours de laquelle ils mangent de la viande grillée pour la première fois de leur vie, puis il leur propose des emplois de commerçants. Quelques jours plus tard, Van est heureux de constater que tout se passe bien dans le village. Mais Esparta l'informe qu'il est temps de commencer ses études. Au même moment, Orto arrive avec son équipe et annonce la malheureuse nouvelle qu'ils ont découvert l'entrée d'un donjon. Et Van est d'abord confus, mais se souvient finalement qu'ils envisagent d'éviter les donjons. Asparta dit qu'ils doivent envoyer un messager dans la capitale royale pour signaler immédiatement la découverte du donjon. Mais Van est troublé par cela car il sait que cela amènerait les aventuriers à envahir le village, ce qui amènerait éventuellement son père à découvrir ses progrès. Orto lui demande de leur pardonner, mais il dit que ce n'est pas grave puisqu'ils n'ont pas pu s'en empêcher et demande à Kusala d'être celui qui le signalera à la capitale
capitale royale, puisqu'il est l'éclaireur du groupe qui a découvert le donjon. Même si Kusala est le plus adapté à cette tâche, Orto suggère que les autres l'accompagnent. Mais Van dit qu'il a besoin d'eux pour explorer la zone autour du donjon et leur offre une grosse pièce d'or en récompense. Sans hésitation, Orto et Plurial acceptent l'offre et disent au revoir à Kusile, mais Van se sent mal pour lui. Il lui remet donc une lame spéciale fabriquée à partir de minerais de mithril en guise de récompense, ce qui le fait accepter la tâche avec plaisir. Alors que le gros rustre monte sur son cheval, il admire la lame que Van lui a fabriquée, mais il se heurte soudain à une horde de monstres qui viennent de détruire une voiture. Cependant, Kusala n'est pas du tout en phase puisqu'il possède une épée spéciale fabriquée par le glorieux roi lui-même. Alors il charge et abat le premier monstre d'un seul coup. Alors que les autres monstres s'approchent de lui, le gros Sozo zoom comme Minato Namikaze et les tranche les uns après les autres. Soudain, un méchant mignon qui a survécu à l'attaque du monstre nommé Flameria apparaît et lui propose de le rembourser pour l'avoir sauvé, tout en révélant qu'elle est actuellement en route vers la capitale royale. Kusala révèle qu'il est également en route pour la capitale et lui propose une balade à cheval, mais elle essaye de refuser. Mais il la porte sur le cheval et la soulève jusqu'à ce qu'elle accepte. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle se dirige vers la capitale, elle explique que son père était un baron mort au combat lors de la conquête de ses terres et qu'elle est venue travailler comme servante dans une maison noble. En entendant cela, Kusala se rend compte qu'elle est aussi libre qu'elle. Alors il l'invite à venir vivre au village et lui assure qu'elle y trouvera du travail. Il promet alors de la protéger et elle rougit tout en le remerciant pour tout. Au village, Van explique qu'il doit construire un avant-poste séparé pour tous les aventuriers entrants maintenant qu'un donjon a été découvert et Esparta suggère de nommer un gouverneur pour l'avant-poste puisque Van gérera les choses au village. Van lui demande alors de servir de gouverneur et il accepte immédiatement mais lui demande d'établir un nouvel ordre de chevaliers pour maintenir la paix dans l'avant-poste. Qu'en décide donc de faire servir le nouvel ordre de chevaliers sous une Sparte, tout comme l'armée de Di. Un peu plus tard, Van et les villageois commencent la construction du nouvel avant-poste. Et lorsque Van remarque à quel point les ouvriers sont énergiques, il décide de les ajouter à son ordre de chevaliers. Cependant, il révèle qu'ils ont déjà signé pour rejoindre l'ordre de Sparte. Et Van est choqué que le vieil homme ait le cerveau de Lelouch. À ce moment-là, vient et arrive et l'informe que Kusala est de retour. Mais quand Van le rencontre, il est choqué de voir que Porky a emballé un sac. Kusala explique donc qu'il a amené Flameria là-bas parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Il accepte de la laisser rester et se présente à elle. Elle lui raconte donc comment son hippopotame en armure étincelante l'a sauvée lorsqu'elle a été attaquée par des orques, affirmant qu'il est tout aussi incroyable qu'un utilisateur de fruits du démon au combat. Van se rend immédiatement compte qu'elle a été élevée par lui, mais soudain, un groupe d'hommes armés ressemblant à des voyous apparaît, ce qui lui fait conclure que leur ville est sur le point d'être ravagée. Cependant, Kusala dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car ce ne sont qu'un groupe d'aventuriers qui ont décidé de venir ici après avoir entendu parler du donjon dans l'espoir de devenir riches. Les voyous commencent à leur parler un argot de rue intimidant, mais Van et Comsen voient un clair dans leur acte et soulignent qu'ils sont en fait de bonnes personnes qui s'inquiètent pour eux. En entendant cela, les bozos arrêtent finalement d'agir comme des méchants de dessins animés de bas niveau et préviennent Van qu'ils auront des ennuis si un monstre attaque. Mais Van leur assure que tout ira bien si quelque chose se présente puisque c'est proche de son village. Lorsque les aventuriers voient le village, ils ne savent pas à quoi il ressemble à sa garde. Alors Van leur démontre sa magie de production, ce qui les fait paniquer encore plus. Dee appelle Van par son nom tout en l'informant qu'il a apporté les bûches qu'il a demandées. Et les aventuriers sont tellement choqués qu'ils se demandent comment un noble Rugrite peut accomplir des exploits aussi incroyables. Cela agace Dee au point qu'il les défie au combat. Et les aventuriers tentent de lui faire face, mais il détruit leurs armes d'un seul coup faisant reculer les idiots. Depuis ce jour, les gangsters traitent Dee comme le seigneur du feu chaque fois qu'ils le voient. Mais contrairement à cela, il montre de l'attention et de l'inquiétude envers Van comme s'il était un petit garçon sans défense. Quand Orto revient avec son groupe, Kusala leur présente sa fille et ils sont tous choqués que Bro ait attrapé un méchant de niveau supérieur. Mais Van aggrave les choses en proposant de construire une maison pour qu'ils puissent craquer tous les deux, ce qui fait paniquer Orto. Plurio informe alors Van qu'il n'y a pratiquement pas de monstres autour du donjon et demande à Van de les y accompagner afin qu'il puisse utiliser sa magie pour leur fabriquer des tentes appropriées. Sur le chemin du donjon, ils rencontrent un troll géant et les gangsters l'abattent immédiatement, leur permettant ainsi d'avancer. Ils arrivent bientôt dans une vallée qui n'a que 2 rondins de bois comme pont, et cela ne dérange pas les aventuriers, mais Van leur demande d'arrêter le véhicule. Il leur donne ensuite une conférence sur la façon dont ils doivent donner la priorité à la sécurité, et utilise sa magie de production pour créer un véritable pont vers l'autre côté. Lorsqu'ils s'approchent de l'entrée du donjon, Van mène le groupe d'aventuriers dans la construction de leur base, et une fois terminé, ils profitent tous du bâtiment, car il est aussi confortable qu'un hôtel 5 étoiles. Plus tard dans la soirée, Van confie à Orto la responsabilité de la gestion de la base et annonce qu'il est temps de partir. Arda lui montre alors un noyau de mithril dans la zone, ce qui fait célébrer tout le monde.
Quelques jours plus tard, Van se promène dans le village avec Artie et raconte à quel point le village est devenu merveilleux. Et quand il lui demande ce qu'elle en pense, elle a du mal à répondre. Il lui demande donc de parler avec son cœur sans se soucier des fiançailles que son père lui a imposées. Cependant, elle avoue qu'elle veut se fiancer avec Van et est immédiatement embarrassée. Mais Van est si heureux qu'il s'en va joyeusement. Plus tard, les frères marchands reviennent de la capitale et informe Van qu'ils ont réussi à créer leur société commerciale grâce à son aide avant de lui offrir les 30 pièces de platine qu'ils avaient promises en récompense. Van remet l'argent à Teal, mais elle commence à frissonner parce que ses mains bon marché n'ont jamais été aussi près de toucher ce genre d'argent auparavant. Quand arrive et Simara revient en ville, les frères marchands lui expliquent qu'elle devait aller se présenter au comte Ferdinando car elle pense que s'allier avec Van sera bien plus intéressant que de rester avec le comte. Van panique à l'idée qu'elle va vivre dans le village, mais Belle révèle qu'elle envisage plutôt d'acquérir un terrain près du village. Il présente ensuite à Van un package spécial, qui est un arc-machine capable de tirer jusqu'à 10 coups d'affilée et révèle qu'il s'agit de la dernière technologie de la capitale. Voyant cela, Van sautait immédiatement d'enthousiasme puisqu'il peut l'utiliser pour créer une nouvelle balistique. Mais Tilda est surprise de constater qu'il est plus excité par cela que par l'or. Quelques heures plus tard, Van est chez lui pour vérifier l'arme et Artie demande s'il est secrètement lié à Hitler car c'est la plus heureuse qu'elle ait jamais vue. Van crée ensuite une copie de l'arc de la machine mais remarque qu'il ne bouge pas comme l'original. Et Artie est surpris que même un sorcier suprême comme Van échoue parfois. Elle commence immédiatement à s'excuser car elle ne voulait rien dire par là, mais Van dit que ce n'est pas grave parce qu'il échoue tout le temps car il ne vaut fondamentalement rien à part la magie. Cependant, RT affirme que ce n'est pas vrai car il a du talent pour étudier et utiliser son épée, en particulier celle entre ses jambes, mais elle se plaint de ne pas avoir de talent pour elle-même. Van prétend qu'elle deviendra plus puissante que lui si elle avait 2 psychopathes pour l'entraîner comme il l'a fait et cela la fait rire. Cependant, lorsqu'il lui pose des questions sur ses aptitudes magiques, elle se met soudain à frissonner. Et Tel lui rappelle que ce n'est pas par force de répondre, mais elle révèle quand même qu'elle est une utilisatrice de magie des marionnettes. Van et Teal sont choqués, sans voix car ils savent que c'est un type de magie considéré comme inutile par les nobles, mais Van lui demande joyeusement de le lui montrer, affirmant que c'est le destin car il n'a jamais rencontré quelqu'un qui puisse utiliser cette forme rare de magie auparavant. Il transforme alors un de ses blocs de fibres en poupée et lui demande de le déplacer. Elle active donc sa magie et réussit à lui faire faire des danses Fortnite. Alors il la glace, affirmant qu'elle a le potentiel de surpasser Goku. Teal loue ses talents et lui demande si elle peut exécuter la danse elle-même, mais elle explique qu'elle est meilleure pour faire danser sa marionnette que pour le faire elle-même. Teal suggère donc à Van de fabriquer de charmantes marionnettes qu'elle pourra utiliser pour organiser un spectacle au village. Van est d'accord avec l'idée et propose même d'utiliser le minerai de mithril qu'elle a découvert. Mais Arctic se plaint que sa magie n'est pas adaptée à être montrée à qui que ce soit, alors Van explique qu'il a réussi à apporter du bonheur à tout le monde dans le village avec la même magie que son père qualifiait d'inutile, ce qui l'a fait finalement accepter. Plus tard dans la nuit, tous les villageois se rassemblent autour d'une scène en se demandant si Van les avait convoqués pour réaliser uniquement des vidéos de fans pour le roi. Mais Van apparaît soudainement sur scène et annonce qu'Arya est sur le point de leur offrir un spectacle avec sa magie. Elle utilise ensuite sa magie pour fabriquer un support de poupée Barbie surdimensionné, mais elle perd son sang-froid lorsqu'elle entend les villageois bavarder sur le fait que la magie de marionnette est un type de magie pour les criminels et les basses vies. Cependant, Van leur dit qu'Arte est sur le point de monter un spectacle qui surpasse tous les concerts de Michael Jackson et lui sourit, lui permettant de retrouver son calme. Arte fait ensuite à la poupée un magnifique ballet au milieu de la scène qui laisse tout le monde sans voix, et Van se rend compte que la magie d'Artie est merveilleuse car elle donne vie à des objets inanimés. Après la représentation, tout le monde applaudit bruyamment Artie. Et quand Van la félicite, elle le serre dans ses bras et pleure tout en le remerciant de l'avoir aidé à sortir de sa coquille. Le lendemain matin, Kamsen informe Van qu'une calèche royale est arrivée. Et quand ils se rassemblent dehors pour rencontrer l'invité, il voit que Mera est de retour. Van l'informe que lui et Arte se sont beaucoup rapprochés. Et tandis qu'Arte la salue, elle constate immédiatement qu'Arte a beaucoup changé. Il explique donc qu'il lui a montré à quel point sa magie est merveilleuse. Mera l'informe alors que le roi est arrivé. Alors ils s'inclinent tous tandis que le roi Dino descend de sa voiture et se présente comme le roi de la Scuderia, tandis que son chancelier se présente comme un perda. Dino l'informe alors qu'il a envoyé quelqu'un pour s'enquérir du donjon qu'ils ont trouvé et lui ordonne d'être complètement honnête lorsque cette personne arrive. Van accepte de se conformer. Dino révèle alors qu'il est là pour l'interroger afin de confirmer qu'il est bien celui qui a vaincu le dragon de la forêt et lui demande de ne pas mentir. Du haut d'une tour, Van montre à Dino toutes les différentes sections du village et toutes les balistes qu'il a créées, et Dino demande à Perda ce qu'il en pense.
Il explique donc que les balistes sont pratiques car elles peuvent affronter des ennemis de certaines tailles à une distance limitée. Lorsque Van leur fait une démonstration, ils sont stupéfaits par la puissance de l'arme et par le fait qu'elle peut tirer 2 carreaux à la fois. Lorsque Van révèle qu'il fabrique lui-même les armes, Dino menace de lui couper les bijoux de famille pour avoir menti, mais il jure que c'est lui qui l'a fait. Cependant, il doute encore de lui. Van décide donc de lui faire une démonstration dans la région du lac et sur le chemin, Dino et Aperta sont choqués par la gentillesse de Van avec son peuple. Lorsqu'ils arrivent au lac, Dino et Aperta sont choqués de voir les rares Apkelous s'y détendre. Mais lorsque Van dresse un rempart devant eux, leurs mâchoires tombent au sol. Peu de temps après, Besta offre à Dino une pierre précieuse de cristal rare, et Van l'utilise pour créer une épée avant de demander à Dino la permission d'avoir une résidence permanente au village afin qu'il puisse protéger son peuple. Soudain, un soldat annonce qu'un dragon est arrivé en ville et Van tente d'en prendre le commandement, mais le dragon apparaît soudain juste au-dessus d'eux. En observant le dragon, ils remarquèrent qu'il s'agissait d'une wyverne, et Aperta explique à Dino qu'elle était contrôlée par un mage car les wyvernes sont des animaux de meute qui n'attaqueraient jamais un village par elles-mêmes. Il informe alors Dino qu'il pourrait y avoir une autre menace à proximité, et Dino se rend compte que c'est l'œuvre du royaume de Yeleneta, ce qui choque Van. Van est choqué d'entendre cela, mais Dino l'avertit de faire attention, car il y a de fortes chances que la wyverne soit accompagnée d'un petit groupe de chevaliers d'élite, et Van se rend compte que la wyverne vole à une altitude que ses boulons de baliste ne peuvent pas atteindre. Il décide alors de déployer un nouveau prototype. Dans la forêt, les chevaliers Ilinata informent leur prince qu'ils vont bientôt arriver dans la région ennemie et la wyverne surveille déjà le village d'en haut. Le prince, Unimog, se plaint qu'ils envoient quelqu'un d'aussi élitiste que lui pour s'occuper d'un humble village. Mais un chevalier explique que le roi l'a envoyé pour diriger l'opération en raison de son importance. Le royaume de Yeleneta est en rivalité avec le royaume voisin de la Scuderia depuis des années et ils pensent qu'il est enfin temps de régler les choses. C'est pourquoi ils ont envoyé l'équipe du prince là-bas. Quand ils voient la forteresse dans laquelle le village est devenu, ils paniquent tous, incrédules. Et Unimag affirme qu'Itachi Uchiha utilise le Genjutsu sur eux parce qu'il ne croit pas que le village aurait pu se développer autant en si peu de temps. Il ordonne à ses chevaliers d'avancer et de prendre leurs terres, mais les chevaliers soutiennent que cela pourrait être réel. Alors il leur crie dessus pour avoir défié ses ordres et leur ordonne de détruire les remparts. Les chevaliers chargent en avant et enfoncent les murs aussi fort qu'ils le peuvent avec une grosse bûche, mais le rempart ne bouge pas du tout et Van les salue du haut du rempart. Lorsqu'il leur a demandé pourquoi ils venaient du royaume de Yeleneta, ils ont exprimé leur choc que le diablotin sache d'où ils venaient. Mais il dit qu'ils bluffaient seulement pour voir s'ils étaient assez stupides pour révéler leur pays d'origine, ce qu'ils étaient. Unimag demande avec colère à Van comment il a transformé le village en ville-forteresse. Il explique donc que lui et les villageois travaillent ensemble pour réaliser toutes les installations, mais cela ne fait que rendre le prince stupide encore plus en colère. Le prince insensé ordonne alors à sa garde de dire aux cavaliers dragons de les attaquer. Mais Mera apparaît avec une nouvelle arme plus grande et tire une pluie de shurikens qui abat le dragon et oblige les chevaliers ennemis à se mouiller. Van explique à Dino et à Perda qu'il a fabriqué des shurikens comme projectiles pour sa nouvelle arme parce qu'ils sont fins et légers et révèle que c'est la première fois qu'il l'utilise avec succès. Dino dit qu'il est impressionné car il possède une force incroyable qui pourrait même rivaliser avec celle d'un mage élémentaire surpuissant. Et Unimog est choqué que le roi de la Scuderia se détende dans un village isolé. Lorsque Van demande s'ils aimeraient continuer à se battre, tous les chevaliers Yanaleta se rendent immédiatement, à l'exception du prince des crétins, qui reproche à ses soldats d'être des lâches qui ne sont pas prêts à donner leur vie pour le protéger. Voyant cela, Van donne le signal à Mera et elle tire un carreau très près de sa jonque tout en menaçant de ne pas rater la prochaine fois. Dino est impressionné que le marquis Ferdio ait produit un fils aussi charismatique, mais Apurta lui rappelle que c'est Van qui a été banni de chez lui. Dino dit donc qu'il doute que le marquis ait eu la moindre idée qu'il était capable de tels exploits. Le roi décide alors de reconsidérer leurs recherches sur les aptitudes magiques à leur retour dans la capitale. Plus tard dans la soirée, le prince Unimog est enfermé dans une pièce, mais il refuse d'obtempérer à l'interrogateur. Alors Mara pointe son épée sur lui, tout en menaçant de le torturer d'une manière plus brutale que les films Saw, et il accepte finalement de parler. Il explique que le royaume de Yeleneta prépare une invasion depuis plusieurs années déjà, et il prévoit de commencer par conquérir le village isolé, parce qu'ils pensaient que ce serait facile, mais ils ont fini par échouer plus durement que la 3e saison de One Punch Man. L'interrogateur demande s'ils envisagent de prendre d'autres territoires. Il révèle donc qu'une force distincte attaque actuellement la ville qu'il recherche, qui est la ville-forteresse de Scudai. Après que Mira en ait informé les autres, Aperta suggère de se précipiter vers la capitale afin qu'ils puissent envoyer leurs chevaliers défendre Scudai. Et Dino accepte, mais demande à Van de les rejoindre pour défendre Scudai. Van dit à Dino qu'il ne peut pas quitter le village tant qu'il est encore en développement, car cela revient à l'abandonner. Et quand Aperta évoque toutes les structures étonnantes qu'il a déjà installées dans le village, il explique que cela ne représente qu'un dixième de ce qu'il a envisagé pour le lieu. Cependant, Mera l'informe
informe que c'est le devoir d'un noble de toujours venir en aide à la nation lorsqu'il est appelé. Il finit donc par accepter, mais demande à Dino la permission d'exercer son autorité de seigneur en organisant lui-même ses troupes, et Dino accepte. Quelques heures plus tard, Van demande à son Sparte de protéger le village en son absence, et ordonne à Dee et à ses chevaliers de l'accompagner. Mais Tyl et Khamsin exigent de venir également. Malgré cela, Von craint de ne pas avoir assez de troupes pour la bataille. Mais Ortho arrive avec son groupe et propose de le rejoindre. Van lui demande donc d'aller chercher les autres aventuriers, également pour la récompense de 1 pièce d'or chacun. Kusala commence à se plaindre qu'il ne veut pas venir, mais Van dit qu'il ne sera pas autorisé à se régaler avec eux lors de ce barbecue par la suite. Il accepte donc finalement de se joindre à nous. Mara arrive soudainement et lui demande quelles armes il compte apporter. Et pendant qu'il réfléchit à ce qu'il devrait choisir, Artie propose de les soutenir avec sa magie de marionnette. Peu de temps après, toutes les troupes se rassemblent et Van prononce un discours passionné promettant de veiller à ce qu'ils reviennent tous vivants de la guerre. Pendant ce temps, Jopé est informé que Scooter a été attaqué. Il décide alors de rejoindre la bataille avec ses troupes. Mais lorsque le majordome lui demande s'il doit demander de l'aide au village de Van, Jopé répond qu'ils n'ont pas de troupes à envoyer. Cependant, lorsque l'escouade de Jopé arrive sur le champ de bataille, elle est submergée par les attaques des wyverns. Mais alors que la wyvern arrive pour les achever, Arda les détruit avec sa poupée marionnette. Lorsque les soldats ennemis attaquent l'équipe de Van, ils détruisent facilement les perdants blindés et Van leur demande ensuite de se retirer. Pendant ce temps, Dino rencontre Jampa et l'informe que Van a gagné le titre de baron après avoir vaincu un dragon, ce qui fait verser des larmes de joie à merci. Plus tard dans la nuit, Van crée une nouvelle arme catapulte et annonce à l'équipe qu'elle commencera sa prochaine réunion stratégique le lendemain. Le lendemain matin, Van avance avec son équipe, mais il se sent déprimé d'avoir dû livrer sa nouvelle arme à la ville fortifiée de Scudai, ce qui l'oblige à retourner sur le champ de bataille. Ils arrivent bientôt dans la ville la plus proche de Scudai et Van rencontre son père, Jalpa. Il demande à Van s'il est vraiment devenu baron et a vaincu le dragon. Et Van confirme qu'il est vraiment un baron, mais souligne que le dragon qu'il a vaincu était un dragon de la forêt, choquant tous les soldats autour. Jalpa demande comment il a réussi, car même lui doit mobiliser toute son armée avant même de pouvoir en affronter une. Et Van répond qu'il l'a vaincu avec une baliste, mais Jopé dit que c'est impossible, ce qui n'a pas du tout choqué Van. Soudain, Mero arrive et informe Van que le roi l'attend avec impatience, car il veut savoir s'il a encore préparé quelque chose d'intéressant. Van propose alors de lui montrer les balistes après avoir rencontré le roi. Et Mera pense que c'est une excellente idée parce qu'elle sait que le marquis idiot ne le croirait jamais sans le voir. Elle propose ensuite à Van d'apporter des boulons pour qu'elle puisse dissiper les doutes du vieux fou avec ses propres balistes, mais il révèle qu'il a créé quelque chose de plus intéressant et lui promet qu'il le lui vendra à un prix équitable. Au cours de leur réunion stratégique, Dino décide de rassembler les élites de la Scuderia et de reprendre la ville forteresse de Scudet. Et Van remarque que le père d'Arda, Beriet, lui ressemble. Aperta leur explique alors que l'armée de Yeleneta a pu submerger les forces de Scudet plus facilement que les autres années grâce aux wyverns et aux bombes qu'elles utilisent. Et il leur serait difficile de faire quoi que ce soit pour les arrêter, car les wyverns attaquent d'en haut. Bariet demande alors à Jalpa si son équipe a été attaquée à l'aide de bombes, et il confirme que c'est le cas, mais commence à frissonner en se rappelant à quel point son équipe a été décimée. Lorsqu'Aperta demande à Van s'il a une stratégie, Van suggère de vaincre les wyverns avant de pouvoir larguer les bombes. Mais les nobles arrogants considèrent ses paroles comme les divagations d'un garçon immature qui a regardé trop de dessins animés de Nickelodeon. Cependant, Dino pense que Van peut le faire, alors il a demandé à l'avoir en première ligne de l'opération visant à reprendre Scudin. Mais Van affirme qu'il n'a pas l'intention d'aller au front. Les nobles sont choqués qu'il ait osé répondre au roi, et Dino lui rappelle qu'il pourrait gagner un peu de gloire en combattant en première ligne. Mais Von dit qu'il veut jouer un rôle de soutien parce qu'il ne veut pas être blessé. En entendant cela, les nobles commencent à perdre la tête et Jopé se lève de son siège et menace de lui mettre la ceinture pour avoir parlé de manière déplacée alors qu'il n'est que le seigneur d'un petit village. Cependant, Van affirme qu'aucun de ces nobles n'a imaginé ce que cela signifie d'être un seigneur défendant sérieusement un si petit village. Et Dino dit à Joplin de se taire pour que les cerveaux de sa famille puissent parler. Van explique ensuite qu'il a été nommé seigneur d'un petit village qui pourrait facilement être anéanti et qu'il n'a reçu aucun soutien de sa famille. Mais malgré cela, il l'a développé pour pouvoir se défendre contre ses ennemis, même lorsqu'il est absent. L'un des nobles demande pourquoi Yeleneta a pris la peine d'attaquer ce petit village. Aphrodité explique donc qu'ils ont envoyé une force de reconnaissance pour prendre le village de Seton parce qu'ils veulent vraiment écraser leur royaume cette fois. Et il a prédit qu'ils s'attaqueraient également à d'autres domaines. Van affirme ensuite qu'il ne peut pas se permettre d'être blessé parce qu'il veut protéger le village que lui et ses citoyens ont construit ensemble. Et Buriet dit qu'il comprend, mais demande s'il a un plan pour contrer les attaques de Yeleneta. Quand Van dit oui, les nobles doutent de lui, affirmant qu'il est impossible de contrer les bombes. Mais Van leur assure qu'il s'en chargera et demande à Dino de lui permettre de recevoir un soutien de l'arrière tout en promettant de lui fabriquer de nouvelles armes en échange. Une fois que Dino est d'accord, Van dit qu'il devrait fabriquer les armes immédiatement. Mais Jampa commence à lui crier dessus parce qu'il est délirant. Il demande donc à son père de s'effacer pour le laisser leur montrer ce qu'il a promis. Quelques minutes plus tard, Van crée facilement les catapultes d'Amber
clan Ballistae et tous les autres nobles sont choqués. Mais Jampa dit qu'il n'est pas impressionné et s'en va à la rencontre de son armée. Alors que Dino et les autres admirent les catapultes, Van explique qu'elles sont capables de lancer des shurikens pour abattre les wyverns et il assure au roi qu'ils ont de bonnes chances de gagner avec elles. Alors Dino décide de lui faire confiance. Après la réunion, Artie rencontre son père et lui pose des questions sur sa mère. Alors il l'informe qu'elle passe du temps dans le bureau. Il promet alors qu'il aura une conversation plus longue avec elle et s'éloigne. Mais elle commence à se sentir triste. Alors Van demande à Till de l'emmener quelque part pour se reposer. Le lendemain matin, la bataille pour reprendre Scooted commence officiellement et Joppé prononce un discours passionné avant de charger avec son armée. D'un autre côté, Van rappelle à son équipe que le but est d'abattre les wyverns ennemis et de revenir vivantes. Alors ils chargent en avant et disent à leurs subordonnés quel est leur rôle. Le prince Elaneta Buzès voit l'ennemi s'approcher pour détruire sa porte, mais il n'est pas du tout en phase et il ordonne à ses chevaliers de leur tirer des flèches. Alors que les chevaliers tirent les flèches, Van donne le signal à ses soldats et ceux-ci se couvrent de boucliers qui bloquent complètement les flèches. Buzès choqué par cela, mais il ordonne aux magiciens de faire exploser leurs boucliers et ils lancent leurs sorts Harry Potter les plus puissants sur les chevaliers. Cependant, la porte est soudainement détruite par un sort de flamme qui choque les bus. Et quand il baisse les yeux, il voit Mera avec d'autres élites rassemblées à l'extérieur. Une fois que Joppé a donné l'ordre, Mercia lance un puissant sort de vent et Plurio le soutient avec un sort de glace maîtrisé tandis que Mera lance un javelot de feu. Voyant cela, Van est heureux que son plan ait fonctionné et Joppa et Buride lancent un sort combo qui brise le mur ennemi permettant aux soldats de charger. Alors que la bataille fait rage, Dee et ses chevaliers subissent des pressions, mais Mara et les aventuriers arrivent et détruisent tous les soldats ennemis sur leur passage et Jalpa est choqué qu'il s'agisse de soldats de Van. Lorsque les wyverns attaquent, Kang Sin dirige une équipe d'utilisateurs de catapultes qui les projettent au sol. Mais l'une des wyverns survit, alors tout le monde lui lance ses meilleures attaques, permettant à Dee de lui trancher la tête. Voyant cela, Buzès tente de s'enfuir, mais les aventuriers le capturent. Plus tard dans la soirée, le gang interroge Buzès et il révèle que l'ennemi envisage d'envahir le comté de Ferdinado, qui est la patrie d'Artie. Lorsqu'ils arrivent dans le comté de Ferdinado, tout le monde se fiche sous le choc en voyant que l'endroit entier s'est transformé en un épisode de Vikings. Et les larmes aux yeux, Artie interpelle sa mère. Lorsqu'ils ont entendu parler pour la première fois du projet de l'ennemi d'attaquer le comté de Ferdinado, Artie a demandé à Van de la laisser y aller et il lui a proposé d'y aller également. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas toujours compter sur lui. Il lui a rappelé qu'elle demandait essentiellement à faire la guerre. Mais avec un regard déterminé, elle affirma qu'il s'agissait d'une affaire de famille. Et Van était surpris car il ne l'avait jamais vu aussi têtu auparavant. Elle l'a soudainement attrapé par la chemise et s'est excusée, disant qu'elle savait qu'il tenait vraiment à elle. Et Mérite a expliqué que si lui, le seigneur d'un petit village, sauvait le comté de Ferdinando, le comte Buriet perdrait son statut. Il a donc demandé à Arte s'il pouvait lui fournir une escorte. Arte a accepté et l'a remercié pour sa considération. Les aventuriers se sont donc portés volontaires pour assumer ce rôle et lui ont promis qu'ils garderaient sa future épouse au péril de leur vie. Van a été surpris que les aventuriers soient prêts à sacrifier leurs heures pour lui, alors ils ont expliqué qu'ils voulaient juste l'aider. Et des aventuriers comme eux s'impliquer ne créeraient aucun problème. Et il accepta de les laisser garder Arte. De retour dans le présent, Arte est tellement inquiète pour sa mère qu'elle court en avant comme si Bluebird jouait dans sa tête. Mais elle s'arrête lorsqu'elle voit les cavaliers Wyvern larguer des bombes partout dans la ville. Orto l'informe alors qu'ils pourront peut-être changer le cours de la bataille s'ils se joignent immédiatement et lui demande de le laisser commander l'escouade. Cependant, elle refuse, affirmant que ce doit être quelqu'un de la maison Ferdinando qui chasse le royaume d'Elenida. Mais Orto demande comment elle envisage de gérer l'armée ennemie. À la manière royale, la mère d'Artie, Sharon et sa sœur Chloé regardent le chaos qui se déroule dehors. Et Chloé commence à paniquer, mais Sharon lui dit de ne pas pleurer parce qu'elle a l'intention de donner l'impression qu'elle s'est désalliée à la toute fin, tout comme les familles nobles avant elle. Cependant, Chloé la regarde avec un visage inquiet qui lui donne des flashbacks d'Arnie. À l'extérieur, l'armée de Yelena conclut que l'armée du comté de Ferdinado est moins bonne en attaque que l'Arsenal Football Club. Ils se lancent donc dans la conquête de la région. Cependant, l'une de leur wyvern est soudainement abattu par Arthès Marinette Doll, qui procède ensuite à l'élimination de plusieurs autres wyverns de la région avec des techniques de respiration aquatique. Le commandant ennemi a du mal à comprendre ce qui se passe, mais l'un de ses hommes l'informe qu'il a repéré le drapeau de l'armée du comté de Ferdinado sur la colline au-dessus d'eux, et le commandant pense que l'armée skedirienne a envoyé des renforts, il ordonne donc à ses hommes de les attaquer. Alors que les soldats ennemis chargent vers eux, Artie commence à frissonner en se souvenant du fait qu'elle ne connaît pas grand-chose aux batailles, mais elle rassemble sa détermination et demande à tout le monde de l'aider à sauver sa patrie. Quand Orto demande quel est son plan, elle dit qu'elle va en première ligne et se précipite tout en ordonnant à sa marionnette de charger également.
et la poupée tranche les soldats ennemis comme Domino's Pizza, créant ainsi une opportunité pour les aventuriers de se joindre au combat. Orto détruit plusieurs soldats ennemis avec de puissantes coupures, tandis que Pluriel gèle un autre lot avec une arnaque de l'art du centre démoniaque de Dumas, permettant à Kusala de les couper en morceaux. Lorsqu'une autre vague de soldats les charge, la marionnette saute pour protéger les aventuriers, mais sa main est coupée. Cependant, cela ne l'arrête pas du tout car elle tourne dans les airs comme une Beyblade avant de délivrer un puissant coup qui envoie les idiots voler. Alors que les aventuriers affrontent les chevaliers ennemis, la marionnette est entourée par les soldats de Yeleneta, mais elle les core facilement. Après avoir vaincu tous les soldats au sol, Orto commence à faire la fête, mais soudain une grande vague de wyverns arrive et le commandant ennemi leur ordonne de détruire la marionnette. Cependant, une marionnette violette apparaît et défend la bleue en éliminant toutes les wyverns attaquantes. Et les aventuriers sont choqués qu'Arte puisse en déplacer deux à la fois. Mais Arte est effectivement à court de mana. Les cavaliers wyverns chargent avec une attaque encore plus intense. Mais Artie utilise son duo de marionnettes pour lancer une danse rapide de l'épée qui détruit toutes les wyverns attaquantes. Elle se souvient ensuite de la façon dont Van l'a rendue confiante quant à l'utilisation de sa magie à nouveau, et ses deux poupées bougent comme Kirito et Asuna, détruisant un grand nombre de wyverns en un éclair, faisant tomber les mâchoires des aventuriers au sol. Alors que les wyverns chargent à nouveau, Art se jure qu'elle sauvera ceux qui lui sont chers en utilisant sa magie, et ses poupées marionnettes détruisent toutes les wyverns restantes, provoquant la fuite de tous les soldats ennemis. Après la bataille, Artie s'excuse auprès de ses marionnettes de les avoir fait se battre si durement, et les remercie d'avoir sauvé sa maison. Au manoir, Sharon et Chloé se creusent la tête en essayant de comprendre ce qui les a sauvés. Mais Barriette arrive soudainement et les informe que l'armée de Yeleneta a été vaincue par des marionnettes contrôlées par Artie. En entendant cela, Sharon fond immédiatement en larmes et Barria dit qu'il regrette de l'avoir horriblement traitée et de l'avoir chassée de chez elle. Pendant ce temps, les aventuriers conseillent à Artie de lui rendre visite chez elle, affirmant que ses parents seraient heureux de la recevoir après qu'elle ait sauvé leur terre. Mais elle les informe que sa mère déteste la magie des marionnettes et suggère de retourner au Vance Village. À leur retour, Arte dit à Van qu'elle est une fraude car elle ne pouvait pas donner d'ordre comme lui. Mais il dit que ça va parce qu'elle est fondamentalement une femme Sung Jin-woo car elle peut contrôler très habilement ses soldats marionnettes. Il lui dit alors qu'elle a bien fait et alors que les larmes coulent de ses yeux, il l'accueille chez elle et elle sourit tout en répondant qu'elle est heureuse d'être de retour. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Van finira-t-il par épouser Artie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de récapitulatifs d'animés comme ceci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette vidéo à l'écran.